Salut à tous, alors c'est Frédéric de la Vie. Alors ce soir, je voulais faire une petite vidéo. Alors il fait moins 10, moins 11 à Budapest et il est 0h15. Alors je fais une petite vidéo avant d'aller me reposer en discothèque, voir les copains, hein. Donc petite vidéo suite à un post que j'ai eu sur mon YouTube, donc mon réseau social, hein, on discute. Donc j'avais fait une vidéo sur la musique classique et sur le fait que il y avait beaucoup plus de compositeurs allemands, donc en germanophone, et italiens que de compositeurs français, hein, proportionnellement au nombre de locuteurs, on va dire. Et j'avais expliqué ça d'une façon énergétique, d'une façon calorique, comme j'ai l'habitude de l'expliquer. C'est une des clés de compréhension de tout le fonctionnement de notre monde, hein. Donc il y avait un garçon qui m'a posé une question, hein, assez intéressante. Alors c'est pas le hack, hein. Alors il m'a posé la question: pourquoi les Indiens d'Amérique du Nord ne se sont-ils pas développés autant que les Européens, alors qu'il y avait à peu près les mêmes conditions climatiques en Europe et aux USA, entre guillemets Canada, hein. Donc on va tenter de répondre à cette question en expliquant les processus énergétiques qui font que les hommes font naître des civilisations et colonisent le monde. Donc j'avais fait une petite réponse très rapide, hein, que je vais essayer d'approfondir. Alors j'avais mis Paul Hack, j'ai fait des vidéos dessus. Alors oui, c'est pas la première vidéo que je fais dessus, mais je vais un peu en refaire une pour les gens qui auraient loupé mes vidéos, parce que j'en ai fait plusieurs centaines, hein, donc il faut refouiller dedans. Alors, la colonisation plus tardive, hein, les migrations nord-sud et non sud-nord plus rapides à cause du climat sans réelle fondation de civilisation. On ne s'enracine pas comme dans l'ancien monde, où l'on migre plus au nord quand on entre en surpopulation. Donc moins de technologie et moins de communautés implantées et très organisées. En Amérique, les hommes arrivent du nord et descendent rapidement en quelques générations vers le sud, plus clément, sans avoir le temps de fonder de vieilles cultures et de vieilles civilisations technologiques. Du coup, aussi moins d'échanges techniques entre les communautés enracinées. Donc ralentissement de l'évolution technologique par enracinement mutuel des communautés, par enrichissement mutuel des communautés enracinées. Donc si l'on comprend bien ce que j'ai voulu expliquer, j'ai répondu rapidement, hein, c'est que les premières migrations humaines qui se sont faites, hein, on va dire les premières migrations humaines se sont faites d'Afrique, hein, puisque l'homme est né en quoi qu'on puisse dire, il est né en Afrique, hein, dans un milieu équatorial humide, il est ensuite passé en savane, et l'homme est monté progressivement vers le nord. Mais il faut savoir que toutes ces montées vers le nord, hein, donc dans des régions où il y a des climats déjà plus durs, c'est-à-dire que déjà on passe le milieu tropical, après le milieu sahélien qui est au-dessus de l'Afrique subtropicale humide, hein. Donc ce sont déjà des milieux plus rudes. Ensuite il y a la barrière du Sahara qui des fois devient plus verdoyante et qui laisse passer des hommes, hein. Mais en général, quand on monte du sud, donc zone équatoriale, humide, avec une quantité d'énergie importante qui arrive sous forme de photons et qui génère cette chaleur, génère une luxuriance de la nature. En général, cette luxuriance de la nature permet d'avoir une population relativement dense, car cette luxuriance de la nature fournit assez de calories pour nourrir pas mal d'individus. Donc, les hommes, ou les préhumains qui étaient là-bas, sont montés progressivement, hein, on va dire, pour atteindre l'Europe, hein. Les premiers sont arrivés, c'était les pré-néandertaliens. Alors il y a eu plusieurs montées successives, on s'aperçoit qu'il y a plusieurs enracinements de petites communautés en Europe et en Eurasie avant la grande invasion sapiens, qui date d'il y a 60 000 ans, 60 000, 40 000, 50 000 ans, hein. Il y a beaucoup de petites communautés humaines qui sont montées progressivement, qui sont montées très lentement, parce qu'en général, on ne monte pas rapidement pour quitter un climat et un milieu qui est relativement agréable. On ne le quitte que quand on rentre en surpopulation. Donc, les migrations
sud, dans une zone baignée par la lumière, baignée par l'énergie, avec une nature luxuriante, hein, humide, humidité, arbres, calories, fruits, mammifères, insectes, oiseaux en tout genre. Hein, donc on ne quitte pas facilement ces contrées. Hein, il faut vraiment qu'on arrive en surpopulation. Alors la surpopulation est toujours relative, puisque une surpopulation pour un groupe de chasseurs-cueilleurs, c'est quelques centaines d'individus sur un territoire qui risquent de rentrer en conflit avec d'autres tribus sur un territoire de chasseurs-cueilleurs. Territoire de chasseurs-cueilleurs, quand on est pratiquant, quand on est chasseur-cueilleur, on n'est pas encore néolithique, c'est-à-dire qu'on n'est pas encore agriculteur-pasteur, donc on a moins de capacité de gestion et on vit sur la nature, hein, sur la nature qui nous offre qui nous offre ses calories, son énergie, mais on arrive vite en surpopulation. Donc à quelques centaines d'individus sur un territoire de chasse, on est obligé de monter. Hein. Donc, mais le temps que l'humanité se développe, le territoire de chasse est quand même, dans ces zones équatoriales chaudes et humides, même sahéliennes, sont quand même relativement riches en animaux en tout genre. Donc, pour arriver à une surpopulation, ça va mettre beaucoup de temps, mais on ne monte pas rapidement. Hein, on attend d'être en surpopulation et d'être chassé parce qu'on va rentrer en conflit énergétique pour la calorie, bien sûr. Donc, il y a le temps, quand on vient du sud, de faire des enracinements tribaux, des enracinements de petites sociétés humaines qui chacune génèrent leurs inventions, leurs adaptations au milieu, peuvent échanger leurs inventions, donc monter en technologie. Donc, et ensuite, ils sont montés vers le nord, hein, avec des technologies lithiques, technologies de pierre, donc de taille d'outils, technologies d'habillement. Donc, il y a eu ces arrivées d'hommes, 1 million, un peu avant, hein, 1,5 million, on va sûrement découvrir des vieilles arrivées humaines en Europe, climat très dur, hein, où ils n'étaient pas nombreux du tout, mais ces hommes sont arrivés en Europe. Alors j'ai le petit schéma qui est ici, parce que vers 80 000 ans, ils sont arrivés au Moyen-Orient, hein, les sapiens, bien que Néandertal, bien que les pré-Néandertaliens étaient déjà en Europe, hein, on va dire la montée sapiens, donc une espèce de montée après une surpopulation qui vient de zones équatoriales, hein, de zones chaudes, baignées par la lumière, donc avec beaucoup d'énergie. Il y a une surpopulation qui se fait à cet endroit-là, et à ce moment-là, il y a des populations isolées en Europe, comme les Néandertaliens, qui sont beaucoup moins nombreux, car le milieu est plus rude, et moins calorique aussi, hein, avant la gestion apportée, bien sûr, par le néolithique et par l'élevage et l'agriculture. Il y a des populations, bien sûr, en Asie aussi, on va en trouver de plus en plus, hein, qui sont isolées depuis des centaines de milliers d'années, mais au niveau équatorial, c'est d'Afrique qu'il y a une espèce de montée qui arrive, due visiblement à des progrès technologiques, hein, toute surpopulation est due à des progrès technologiques, qui vient envahir cette Eurasie déjà peuplée par de petites communautés, et là il y a métissage. Donc il y a une grosse expansion humaine, hein, avec une technologie importante, car ces hommes s'enrichissent, une technologie importante, on va dire une technologie. Les hommes du Nord avaient leurs adaptations, mais c'était des petits groupes qui avaient peu de contacts entre eux, puisqu'ils n'étaient pas très nombreux, hein, par rapport aux hommes du Sud qui baignaient dans l'abondance. Donc on a cette surpopulation qui monte, hein, et qui vient envahir progressivement l'Eurasie. Alors c'est un envahissement relatif, car les populations étaient peu nombreuses, mais on voit qu'il y a supplantation, ou plutôt ils absorbent les populations néandertaliennes, dénisoviennes et autres populations d'Asie, Asie centrale, et ensuite ils viennent se mélanger en Asie de l'Est. Hein. Donc on peut voir les hommes qui arrivent, bon, en Europe les sapiens vers 50 000 ans, ils arrivent, ils refluent en Europe, hein, ils sont arrivés les sapiens vers 80 000 ans en Asie. Ensuite, ils passent, alors ces chiffres, bon, il y a des variations, et sûrement des petits groupes qui sont passés. Hein. 20 à 30 000 ans, on en retrouve en Sibérie centrale, hein, et on voit ensuite l'arrivée vers 22 à 25 000 ans
en Amérique. Et là, on voit qu'en l'espace juste de 10 000 ans à peu près, 10-12 000 ans, on voit une descente très rapide des hommes du nord de l'Amérique au sud de l'Amérique, avec une espèce de colonisation totale de l'Amérique qui se fait d'une façon très rapide. Alors, c'est pour cette bonne raison que ces colonisations rapides, en général, du nord au sud, puisqu'on passe du nord au sud, ne peuvent pas ou génèrent plus difficilement de grands progrès technologiques. Pourquoi? Parce qu'il y a moins de capacité d'enracinement, de civilisations qui vont s'enraciner et générer des technologies quand on va du nord au sud que quand on va du sud au nord, bien sûr sur des territoires relativement vierges. Alors il faut savoir que les hommes, les sapiens qui ont colonisé le monde, montaient quand ils étaient obligés de monter, et on ne quitte pas un endroit agréable pour un endroit moins agréable, donc un endroit plus rude, donc le nord et l'est, ou le nord et l'ouest aussi, mais on ne quitte pas un endroit plus agréable, donc les bords de la Méditerranée, pour monter au nord, parce que c'est sympa. Non, on le quitte parce qu'en général, on rentre en conflit de surpopulation relative, et à ce moment-là, on monte au nord. Donc ça se fait beaucoup plus lentement, il faut atteindre des seuils de surpopulation, et d'enracinement de groupes, et ensuite de groupes de morcellement de ces groupes qui partent à cause de la surpopulation. Donc ces migrations sud-nord se font beaucoup plus lentement que les migrations nord-sud qui sont arrivées par le détroit de Bering et qui, elles, sont descendues très vite sans enracinement, donc sans création de sociétés humaines enracinées avec toute une technologie, avec plein de rites. Donc on se retrouve avec des gens plus nomades, même si les autres étaient quand même relativement nomades, ils étaient chasseurs-cueilleurs, mais qui s'enracinaient quelque part. Donc on voit une plus grande mobilité des populations en Amérique. Pourquoi? Parce que le climat du Nord étant assez désagréable pour des hommes qui sont à la base des mammifères équatoriaux, donc habitués à la chaleur, on est obligé de s'envelopper de peau de bête, il y a toute une technologie de la peau de bête, donc il est plus facile de descendre dans un sud plus clément et sans concurrence avec d'autres hommes, puisque l'Amérique était libre d'hommes, il n'y avait pas d'humains, c'était un territoire vierge, un no man's land, donc un no man's land regorgeant de nourriture. Donc on voit une descente beaucoup plus rapide des hommes, des sapiens, en Amérique, donc des civilisations qui vont moins s'ancrer parce qu'il y a plus de possibilités de descendre, et on fuit en fin de compte inconsciemment le manque calorique, et on va vers cette lumière, on va vers cette chaleur qui génère, et cette humidité qui vont générer, et des climats plus cléments, qui vont générer plus de vie. Donc tout simplement, la descente se fait plus facilement parce qu'il y a plus de calories, un climat plus agréable au sud. Donc c'est pour ça que l'Amérique du Nord a vu peu d'enracinement dans un premier temps, et surtout une descente des populations vers le sud, donc peu de possibilités d'enraciner des civilisations, comme me demandait Paul Locke, qui me disait pourquoi il n'y avait pas de grandes civilisations, pourquoi en Amérique du Nord ils n'ont pas développé autant de civilisations qu'en Europe par exemple, ou même qu'en Asie. Tout simplement parce qu'au lieu de rester au nord, on partait au sud, le sud qui n'était pas peuplé, plutôt que de rester au nord. Vous savez, on reste au nord quand on n'a pas d'autres possibilités. Oui, les gens du nord ont dans le cœur le soleil qu'ils n'ont pas dehors, et ils font des civilisations quand ils sont obligés d'en faire au nord parce qu'ils ne peuvent pas descendre chez les voisins du sud qui sont déjà complets. C'est ça la vie. Donc vous comprenez pourquoi l'Amérique n'a pas pu générer autant de civilisations, parce que les descentes se faisaient rapidement. Donc après, évidemment, il y a eu enracinement dans des zones plus clémentes. On voit que tous les enracinements culturels, les grandes civilisations ensuite naissent ensuite, après avoir fait des chasseurs-cueilleurs au niveau équatorial ou pas loin. On voit les civilisations égyptiennes, la civilisation sumérienne, la civilisation de l'Indus, de l'Inde, la civilisation chinoise, c'est à part, mais c'est quand même un climat qui est relativement, en Chine plutôt du sud, relativement clément, moins froid et plus lumineux que le climat européen quand même, bien qu'en Asie du Nord, en Asie centrale, il fait très froid, mais on va dire que
les civilisations se sont installées plutôt vers des zones plus équatoriales. Alors, la particularité des naissances des civilisations, alors on les voit naître partout, hein. On voit la Mésoamérique, hein, avec les Aztèques, et toutes ces civilisations à pyramides, hein, on voit dans les Andes aussi, hein, des civilisations qui sont nées là-bas, hein, en Égypte, hein, particulièrement. Alors ce n'est pas des civilisations réellement équatoriales, humides, alors il y en a, mais on voit qu'en Mésoamérique, où il y a les Aztèques, c'est plutôt des zones où il y a des sécheresses momentanées, et en général, les grandes civilisations naissent quand il y a des cycles, c'est-à-dire des cycles abondance-manque, hein. Toute civilisation humaine se met à se développer à partir du moment, une grande civilisation technologique, on va parler, hein, à partir du moment où il y a manque, alternance, abondance, manque. Par exemple, en Afrique, il y a de nombreuses civilisations, de nombreux groupes humains, mais qui n'ont jamais généré de grandes civilisations techniques. Pourquoi? Parce que la nature leur fournissant l'essentiel, donc la calorie, hein, l'énergie, ils n'ont pas besoin de stocker et de gérer et de créer des inventions pour se protéger de la nature hostile, car la nature leur fournit, dans ces régions équatoriales humides, hein, assez de calories pour ne penser qu'au jour le jour, donc ne penser qu'à manger maintenant, ici et maintenant, hein. On ne cherche pas à accumuler pour le lendemain, vu que tous les jours, la nature pourvoit, mais à l'alimentation, donc à la calorie, mais aussi régule terriblement, parce que la luxuriance de la nature en zone équatoriale humide fait qu'il y a une luxuriance de la faune microbienne, hein, et des parasites en tout genre, qui fait qu'il y a toujours une régulation de population humaine qui ne monte que très difficilement en surpopulation. Donc, on voit que les hommes, il y a quand même surpopulation à un certain moment, montent au nord à ce moment-là, plus au nord, tombent sur des zones plus asséchées, des fois avec des cours d'eau, et à ce moment-là, ils s'installent ici. Comme il y a des bonnes saisons et des saisons plus sèches, à ce moment-là, l'homme se met à prévoir l'avenir. Prévoir l'avenir en inventant des systèmes de gestion. Donc on voit que des civilisations comme l'Égypte, des civilisations comme la civilisation aztèque, hein, même la civilisation des Andes, hein, les Incas, c'est plus récent aussi, hein, mais il y a de nombreuses civilisations qui naissent. Alors on voit aussi la civilisation de l'Indus, la civilisation mésopotamienne, sumérienne, des civilisations de l'Indus, hein. Alors on voit que toutes ces civilisations sont basées en fin de compte sur des cycles abondance-manque et des cycles générant chez l'homme le besoin de projection future et de gestion. Alors toutes ces civilisations commencent à voir naître leur écriture qui n'est pas une écriture à la base pour pouvoir raconter sa vie et écrire ses émotions. Non, les écritures primitives sont des écritures en général symboliques, logographiques, qui n'ont que pour fonction de compter, de calculer et de prévoir les rythmes de la nature, prévoir la gestion de l'énergie, prévoir quand on va planter, quand on va récolter, et ce qu'on va échanger avec le sud, avec le nord, avec l'est, pour avoir à peu près assez de calories. Donc, on voit que l'écriture, en fait, est une écriture de gestion. À la base, ce n'est pas une écriture de roman, hein. Donc, on fait de l'écriture de gestion pour gérer tout simplement la calorie, les apports caloriques, pour prévoir ce manque, d'où la naissance, hein, de castes de lettrés, en vérité, qui sont des castes de comptables et des castes de gestionnaires, de fonctionnaires, si vous voulez, dans ces civilisations. Alors, civilisations qui sont progressivement de plus en plus techniques, bien qu'elles n'aient pas la technicité de nos civilisations modernes, mais qui, au niveau de la gestion, ont très vite acquis un haut niveau, hein. Donc, on peut voir, hein, des civilisations naître à ce niveau-là, et progressivement s'enrichir, hein, des fois les unes les autres, hein, de leur technologie et de leurs inventions. Et comme dans l'ancien monde, il y a beaucoup de petits groupes humains enracinés, hein, bien plus que dans le nouveau monde, puisque la colonisation était plus ancienne,
on peut voir des progressions technologiques plus rapides. Alors évidemment, je balaye des époques et des distances temporelles énormes, mais j'espère que vous comprenez un peu le fonctionnement énergétique de cette humanité et que, en fin de compte, on n'est pas civilisé parce qu'on est plus intelligent, mais on est civilisé, c'est-à-dire avec des grandes civilisations techniques, je parle de civilisation technique, parce que le climat nous force à l'être. Par exemple, l'Égypte était une civilisation basée sur le Nil et sur l'abondance donnée par la crue du Nil et le limon qu'il déposait. Donc il fallait gérer ça. Et ensuite une période de sécheresse où on accumulait du blé, du grain, on en accumulait tellement que l'on pouvait passer cette période en étant même en surpopulation. Ils sont très peu passés en surpopulation vu que le Nil pourvoyait justement grâce à ces limons, un apport calorique énorme. La même chose pour le Tibre et l'Euphrate, pour ces civilisations de ces rivières différentes, des rivières à cours très lent. Ces rivières-là ont vu naître des civilisations, premières civilisations humaines aussi, des technologiques, des civilisations basées sur la gestion par des canaux que l'on faisait sur ces rivières, sur ces fleuves à cours très lents, qui eux n'avaient pas une grosse variation de débit, mais qui voyaient sur leur bord pousser à la bonne saison des céréales et des plantes qui avaient une période de fructification des graines, une période d'évolution de récolte des graines qui était très courte. Donc c'est à ce moment-là que les hommes ont commencé à faire des canaux, des espèces d'irrigation permettant de faire pousser ces graines qui apparaissaient que 1, 2 ou 3 mois par an, mais qui permettaient de faire de grands stockages énergétiques, permettant à une civilisation au milieu d'une zone très aride de survivre en ayant accumulé beaucoup de calories, grâce à des grands canaux faits sur le bord de rivières, de fleuves à cours large, des canaux un peu partout, canaux d'irrigation, un système d'irrigation très au point, permettant de cultiver pendant un temps très court des plantes, donc basées sur la floraison, la germination et la floraison, si vous voulez, de plantes à croissance très rapide qui ensuite séchaient, disparaissaient pendant la saison sèche. Mais on pouvait accumuler beaucoup d'énergie, de graines, permettant de nourrir des populations qui devenaient de plus en plus importantes, qu'il fallait loger, bien sûr, et qu'il fallait occuper. Donc naissance de civilisation, naissance d'oligarchie, naissance de castes religieuses, naissance de castes guerrières. Castes guerrières, bien sûr, c'est des castes protectrices, protectrices de ces civilisations. En fait, c'est protectrices de ces agriculteurs qui engrangeaient beaucoup de graines, tous ces producteurs, pendant la saison, la belle saison, et qui, à ce moment-là, subissaient parfois les attaques des prédateurs humains. Donc certains prédateurs humains se sont proposés, comme je l'explique tout le temps, pour la protection de ces groupes de producteurs de céréales et ont formé un peu cette oligarchie guerrière de protection. Je vous protège de moi-même d'abord, en offrant mes services. Pour éviter de vous piller, je vous offre mes services contre les autres pilleurs. Donc je deviens une espèce de protecteur pilleur, mafia, en fin de compte, une mafia de protection qui devient progressivement une espèce d'oligarchie guerrière de défense, arrivant à stabiliser la région. Alors ça se passe dans tous les endroits, ça se passait pareil avec les Aztèques, si on remarque bien, pareil, il y avait une oligarchie guerrière de gestion pour gérer en fin de compte des plantations et des systèmes de plantation avec abondance, manque, donc l'abondance de graines qu'on stocke qui attire les voleurs, et puis l'abondance aussi des animaux d'élevage. Donc on voit naître à ce moment-là cette oligarchie guerrière qui à un moment arrive en surpopulation, qui arrive à calmer, à réguler toute cette région en évinçant les prédateurs, et à ce moment-là, on va dire qu'on va voir arriver la naissance des grands travaux architecturaux qui commencent à un certain moment et qui font naître les civilisations bâtisseuses. Comment ça? Alors ça, c'est le plan général. Il y a des civilisations qui ont bâti aussi sans avoir ce système que je vais expliquer, ou d'une façon moins visible.
Il y en a une en Turquie, je ne me souviens plus du nom, mais qui n'étaient pas des agriculteurs, qui étaient encore des pré-agriculteurs et plutôt des chasseurs-cueilleurs qui quand même prenaient des graines, mais ne le faisaient pas d'une façon systématique, de planter, replanter, récupération, plantation, culture, plantation, récupération des graines, n'est pas encore arrivé à ce niveau-là. Mais quand il y a une stabilisation par l'oligarchie guerrière, il n'y a plus de prédateurs, donc à un moment, les producteurs vont remettre en cause le pouvoir des protecteurs, puisqu'ils n'ont plus cette fonction de protecteur pour avoir, car ils ont éliminé les prédateurs, étant eux-mêmes prédateurs avant, ils se trouvent sans fonction maintenant, hein, ils ont été prédateurs, ensuite protecteurs, ensuite ils n'ont plus de fonction, et là, ils vont s'appuyer sur la caste des prêtres, la caste des religieux, pour se donner le rôle d'oligarchie nommée par Dieu. C'est-à-dire que comme ils n'ont plus de rôle et comme ils sont remis en doute par la population des producteurs, donc on ne va pas continuer à nourrir des gens qui ne nous protègent plus, puisqu'il n'y a plus rien à protéger. Donc à ce moment-là, il suffit de se mettre dans la poche les religieux, donc les gens qui organisent le culte, les cultes fédérateurs des sociétés qui les unissent dans des actions communes, hein, et dans des croyances communes, tout ça pour organiser, en fin de compte, les alliances au sein de ces sociétés, pour organiser les mariages, pour organiser, en fin de compte, les réunions religieuses qui n'ont que pour fonction de relier, hein, on relie en allant prier les ancêtres, mais tous unis en allant prier les ancêtres ou les esprits, on se retrouve pour faire les unions charnelles, hein, et pour faire aussi les unions économiques entre, je ne sais pas, le producteur de graines qui va échanger ses graines contre, par exemple, du lait, du fromage, ou un herbivore d'élevage qui désirera. Hein. Donc voilà, ça se fait par le système des religions où tout le monde va. Alors maintenant, c'était au temple. Hein. Le temple c'est le rôle fondamental de la religion. Donc, se mettant les religieux dans la poche, hein, les religieux qui unissent par des dogmes, hein, par des croyances, parfois souvent fausses, hein, mais c'est pas grave, le but c'est d'unir. À ce moment-là, l'oligarchie guerrière de protection qui n'avait plus de fonction se met dans la poche et souvent se met dans la poche soit en les soudoyant, soit en les menaçant, soit en faisant partie ou en générant elle-même, l'oligarchie religieuse, se met dans la poche cette oligarchie religieuse qui justifie leur fonction d'être nourrie, logée et de diriger le peuple, hein, par le droit divin, c'est-à-dire c'est Dieu qui l'a voulu. Ah oui. Si vous ne savez pas pourquoi je suis là, Dieu l'a voulu, hein, parce que je n'ai plus de fonction, mais comme c'est Dieu qui l'a voulu, je reste en place. Voilà comment se posent les oligarchies et les noblesses qui commencent à arriver, les royautés, les oligarchies de naissance. Hein. On n'est plus oligarchie guerrier, on est oligarchie de naissance, s'appuyant sur des milices, s'appuyant sur des religieux souvent qui viennent de ces oligarchies. Donc c'est encore plus facile. Donc voilà. Donc il faut bien à ce moment-là utiliser ce peuple qui pendant la mauvaise saison ne fait plus rien, et à ce moment-là, on va faire les grands travaux. C'est pour ça qu'on voit naître un peu partout, à tous les coins du monde, de grandes pyramides, hein, ce sont les premiers bâtiments, de grands bâtiments symboliques, hein, symboliques des grandes civilisations naissances, hein, on voit naître de grandes pyramides. Pourquoi? Alors pas du tout parce qu'il y a des extraterrestres qui sont arrivés et qui ont enseigné comment découper au millimètre carré des pierres, hein. Non, tout simplement parce que la technologie humaine était relativement limitée, mais les techniques de gestion étaient déjà très avancées. Les techniques de gestion directement issues de l'agriculture, donc la gestion du temps, la gestion des plantes, la gestion de l'observation, quand ça va pousser, quand est-ce qu'on va avoir de la calorie, donc ça, des observations très très fines, observation des astres, observation du soleil, observation du mouvement des astres, hein, observation du changement des saisons. Donc tout ça est très 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 connu, hein. Donc ça fait des très grands gestionnaires, et c'est cette technique de gestion qui est vraiment au point, c'est-à-dire c'est la première
qui devient technologiquement, on va dire, une technologie de gestion très développée dans toutes ces civilisations primitives, ayant bâti des pyramides. Et pourquoi les pyramides? Parce qu'on ne va pas bâtir des arches, parce que ça demande des connaissances qu'on n'a pas. Au début, on sait empiler des pierres, on sait mettre des pierres les unes sur les autres, et la pyramide est une des formes les plus simples à construire, les plus stables, et qui, avec une technique de gestion humaine, acquise par la technique de gestion agricole, permet d'occuper des milliers de personnes à des travaux collectifs, leur faisant oublier qu'ils sont dirigés par une oligarchie, entre guillemets, parasite, mais oligarchie parasite qui en fin de compte a pour fonction d'utiliser le peuple dans des fonctions symboliques qui peuvent paraître inutiles, comme bâtir de grands monuments en l'honneur des dieux et d'eux-mêmes, qui n'ont en fin de compte pour fonction que de stabiliser de grandes sociétés, de grandes civilisations. C'est pour ça qu'on va commencer à voir naître de grandes civilisations avec une technologie architecturale très importante qui est donnée en vérité par l'absence de fonction des producteurs pendant la mauvaise saison. Donc pour pas qu'ils remettent en cause le pouvoir, on va leur donner des fonctions du travail, le rôle social du travail, et ils vont bâtir des symboles de leur pays, avec joie en général. Ils vont construire tous ensemble ces grands monuments très simples, ces pyramides. Alors j'entends déjà les gars qui vont me critiquer, non mais non, les pyramides c'est extrêmement complexe. Non, la pyramide c'est extrêmement complexe de gérer une quantité énorme d'individus qu'on ne pourra même plus faire maintenant, et c'est ça prend énormément de temps, mais le temps, ils avaient du temps, ils avaient des hommes, ils avaient de l'énergie et de la calorie, ils avaient donc le temps de construire des pyramides glorifiant leurs dieux, glorifiant leur oligarchie, et en même temps permettant au peuple, quand ils sont occupés, de ne pas remettre en cause l'oligarchie, tout simplement. Voilà, ça c'est la naissance des grandes civilisations technologiques, tout simplement. Alors, pourquoi les Indiens du nord de l'Amérique avaient un retard important? C'est tout simplement parce qu'ils étaient moins nombreux et que tout le monde était avant descendu au sud, parce qu'il n'y avait pas surpopulation au nord. Quand on est au nord, on descend, donc le nord était beaucoup moins peuplé. Les hommes sont descendus très rapidement au sud de l'Amérique, donc en Amérique du Sud, et c'est là qu'ils ont fait des civilisations, parce que le climat le permettait. Mais il n'y a pas eu avant surpopulation, ancrage de civilisation, apport technologique par ces ancrages de civilisation, et ensuite surpopulation et descente. Non, il y a toujours tout de suite une descente, et ensuite on remontait très doucement au nord, et c'est pour ça que le nord était beaucoup moins peuplé, parce que on ne veut pas aller au nord, on va au nord que si on est en surpopulation. Vous voyez, deux principes différents. Les uns, les Américains, sont descendus du nord pour aller au sud, et les autres, l'ancien monde, sont montés du sud pour aller au nord, et ces montées se font toujours d'une façon beaucoup moins rapide, par obligation, parce qu'on est content au sud, et pas par plaisir de descendre au nord pour fuir un climat rigoureux. Voilà, j'espère que j'ai répondu à pas mal de vos petites questions. Petite vidéo un peu décousue, celle-là, mais c'est pas grave. Je pense que vous allez en tirer quand même des compréhensions du monde, comprendre comment nous fonctionnons et comprendre qu'en fin de compte, nous sommes des animaux gérés et régulés par cette calorie, et qu'on peut voir que tous ces apports énergétiques qui viennent principalement à la zone équatoriale créent des mouvements énergétiques organiques qui montent au nord et qui redescendent ensuite au sud, tout simplement. On quitte la lumière quand on rentre en surpopulation et on redescend vers la lumière quand on le peut, tout simplement. On est toujours attiré par l'énergie attire l'énergie. Voilà. Paix sur terre, j'espère que vous avez compris.
on pourra encore approfondir ce sujet. Petite vidéo sociologique, historique et énergétique. À bientôt, je vais aller en discothèque.